Alors, on va étudier la diffraction par une fente que j'ai appelée unidimensionnelle. C'est juste qu'on va faire un calcul unidimensionnel pour arriver à prédire la figure de diffraction d'une fente. Alors, on ne peut pas tout prédire dans cette figure de diffraction en se contentant d'un calcul unidimensionnel. Voyons un peu comment ça se passe. On a en réalité une fente qu'on va dessiner ici. Je vais faire un superbe schéma en 3D. Notre axe optique, il est là. Hop. Il traverse la fente. En réalité, donc ça, c'est un écran opaque. Ce que je dessine là, c'est la partie opaque. Et donc, on a une fente de largeur A. Ce qu'on va appeler l'axe X ici, ça va être cet axe-là. Ouais. Bon, gros axe. C'est l'axe X. C'est donc l'axe qui va nous intéresser, sur lequel on va intégrer, alors que l'axe Y qui est vertical ici, on ne va pas trop s'en occuper. Ça c'est l'axe optique, on repère par Z ici. Hop. Quand on va placer un écran, ce qu'on va observer, c'est au niveau sur l'axe en fait. Donc une tâche de diffraction caractéristique. Alors on remarque déjà qu'elle est perpendiculaire à l'ouverture, à la direction de la fente, c'est-à-dire la direction dans laquelle la fente est invariante ici, c'est-à-dire verticale. Et donc elle est représentée ici, c'est une vraie photo d'une figure de diffraction. Elle est caractérisée par une tache centrale, qui est 2 fois plus grande que les taches du côté, là, et qui elles-mêmes sont de moins en moins intenses en termes d'intensité lumineuse. Donc voilà à peu près la problématique posée. Bien sûr, la fente est en réalité un objet bidimensionnel. Il faudrait, pour faire les choses bien, intégrer sur les 2 dimensions. Donc, mais ici, on va voir qu'un calcul unidimensionnel permet de trouver ce qui se passe le long de l'axe et le long de cet axe-là, et c'est bien ce qui nous importe. Et il faut juste retenir que de façon générale, si on a un objet qui est invariant dans la direction verticale, alors sa figure de diffraction est regroupée sur l'axe. Il ne se passe rien dans la direction verticale. On n'a pas de lumière en dehors du plan y égale 0. Voilà. Alors, on va maintenant poser un peu les bases de notre calcul. On a besoin pour ça de, bien sûr, mettre l'axe optique. Et puis, on va, dans ce sens-là, mettre notre axe X. Voilà. Les points qui vont nous intéresser, c'est le point M qui se situe ici et le point P qu'on va faire se balader sur le long de l'axe X, enfin le long de l'axe X. Et juste, ce qui va se passer, c'est qu'ici on est en train de considérer une fente. Alors je vais dessiner l'écran. L'écran qu'on considère en vert, il va s'arrêter ici et il va recommencer plus bas. Voilà, on se retrouve avec une fente de largeur A. Dans nos hypothèses, on va dire que l'amplitude complexe au niveau de la fente, elle est uniforme. Donc amplitude complexe qui est uniforme. Et on va la noter A. Et évidemment, elle est uniforme tant que c'est la partie transparente de la fente. Bien sûr, ma fente est centrée. Mais en dehors de la fente, eh ben, l'amplitude, elle est nulle. Ok. Et on va vouloir maintenant évaluer ce que nous donne le principe de Huygens-Fresnel dans l'approximation par axiale, c'est-à-dire l'intégrale suivante. Pardon. C'est l'intégrale au point M. L'intégrale, on va sommer sur tous les points P qui appartiennent à la fente.
quelque chose de cette forme-là, OP scalaire U dP. Alors, pour pouvoir faire les choses bien, évidemment, c'est une écriture très générale, mais pour pouvoir calculer cette intégrale, il va falloir absolument que on passe à une vraie intégrale avec des variables. Alors, pour ça, on va repérer le point M en disant que ses coordonnées, ce sera xz. Donc ça semble relativement logique. Mais on va avoir besoin de bouger le point P sans forcément bouger le point M. Donc il faut lui donner des coordonnées différentes. Bien sûr, il est en z égale 0, donc sa deuxième coordonnée, ce sera 0. Et on va appeler x' sa première coordonnée. Bien, donc on a P, M, O qui est l'origine du repère. Et donc on va pouvoir donner un sens à cette intégrale, plus précis, et la calculer. En l'occurrence, on va commencer par calculer, par reparler de ce qu'est U. U, en réalité, c'est OM sur OM. C'est un vecteur unitaire. Si on reprend le dessin, c'est un vecteur unitaire qui... Alors, on trace la distance, le trait qui lie les deux. Donc, c'est le vecteur unitaire qui dirige cette droite. Et ça permet comme ça de projeter, hop, on va le faire bien, de projeter le point P sur l'axe, sur la droite OM. C'est pour ça qu'on avait introduit ce vecteur dans le cours précédent. Maintenant, quand on regarde U, on va garder cette expression-là. La première chose à évaluer, c'est en fait, sans faire de points verts partout, c'est en fait le produit scalaire OP scalaire U. Donc ça, c'est OP scalaire OM sur OM, la distance. Alors, OP scalaire OM, c'est facile, comme OP n'est un vecteur qui n'a de direction que suivant l'axe OX, et bien là, ce qu'on a, c'est x' sur OM. Et ça, OM, en fait, ce qu'on va dire, c'est comme on est dans l'approximation par axiale, OM, en réalité, c'est à peu près Z, c'est-à-dire qu'on considère que le point M est très loin, et que de façon générale, Z est très grand devant x' et devant x, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire quelle que soit la façon dont on bouge M et P, les choses se passent. Là où les variations d'intensité se passent, en réalité, on est très près de l'axe, et là où l'objet est, on est aussi très près de l'axe, et Z est très grand devant cette distance. Il faudrait discuter ça plus longuement, mais ce n'est pas la place pour le faire. Il faut vraiment que ce soit long. Ok. Du coup, l'expression qu'on obtient pour notre produit scalaire, c'est x' sur z. Alors là, on va introduire un angle θ sur notre schéma précédent, qui est l'angle qui se trouve ici. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que dans ce cas-là, x sur z, c'est à peu près tangente θ, et comme on est dans l'hypothèse paraxiale, tangente θ, c'est à peu près sin θ. Donc ce qui se passe, c'est que OP scalaire U, on peut aussi l'écrire, et ça a un vrai intérêt, x' fois sin θ. Alors, pourquoi est-ce que ça a un intérêt? C'est parce que, on aurait même pu directement dire qu'en réalité, OP scalaire OM, ça allait nous donner un sinus. Pourquoi ça a un intérêt? Non, OP scalaire U, pardon. Pourquoi ça a un intérêt? Parce que, en fait, ça montre que les calculs qu'on va faire, ils vont nous donner l'intensité qui est diffractée dans une direction donnée. La figure de diffraction, elle va grandir quand on va reculer l'écran, parce qu'en réalité, dans une direction donnée, les interférences, elles vont être constructives ou destructives. Donc, il y aura une zone noire dans une direction donnée. Donc, l'intérêt d'écrire les choses sous cette forme, c'est de faire apparaître explicitement que ça dépend de l'angle. Mais, pour la plupart des calculs, à la fin, on projettera sur un écran, c'est-à-dire qu'on reprendra cette forme-là. Voilà. Alors oui, pourquoi je disais que c'était un sinus θ? Tout
tout à l'heure, c'est parce que ici on retrouve θ, c'est moche, mais on le retrouve, et que donc OP scalaire U, c'est bien en réalité sinus θ. Voilà. Bien. Donc on a ces deux expressions qu'on peut utiliser vraiment indifféremment suivant ce qui nous arrange. On va pour l'instant garder le x' sinus θ, mais sinus θ, on le remplace toujours en général à la fin des calculs par x sur z. Alors, maintenant on va écrire notre amplitude complexe au point M. On sait que c'est proportionnel, une constante qu'on ne spécifie pas spécialement. De toute façon, à la fin du calcul, on mettra tout dans une grosse constante, qu'on appellera I0, je peux déjà vous le dire. Et donc, on va sommer sur tous les endroits où la fente est transparente. Donc, on va sommer de moins A sur 2 à plus A sur 2. Et on sait qu'à l'endroit où la fente est transparente, l'amplitude c'est A. Et on a dit que c'était homogène, que c'était une constante. Et ça c'est en fait notre A de P, mais c'est homogène et c'est constant. Hein, c'est l'amplitude complexe au point P. Maintenant P il est représenté par x', donc l'exponentiel, on se retrouve à écrire moins IK x' sinus θ. Et notre dp ici, bah, ça va juste être un dx', puisque x' sert à repérer. Alors, on va maintenant intégrer. Alors ça s'intègre tout simplement comme un physicien, c'est-à-dire sans se poser aucune question. C'est une exponentielle complexe, ça s'intègre comme une exponentielle réelle. Bien sûr. Donc on se retrouve avec du moins kx' sin θ divisé par moins ik sin θ. Pris entre moins a sur 2 et plus a sur 2. Alors il y a quelque chose qu'on peut faire, ça va avoir un sens assez rapidement, c'est multiplier en haut et en bas par a, histoire de faire apparaître un a en bas, ce qui va nous arranger. Donc, cette intégrale qu'on a calculée là nous permet de conclure que a de m est proportionnel à, alors on va écrire les exponentielles, moins ik a sur 2 sinus θ, moins exponentielle plus ik a sur 2 sinus θ, divisé par moins ik a sin θ. Hop. Alors, ce qu'on reconnaît en haut, c'est en réalité à un facteur 2i près, c'est un sinus, à un facteur moins 2i près. Donc ça fait du 2i, pardon, du moins 2i sinus de k. Alors on va remplacer k par son expression, on se rappelle que k c'est 2pi sur lambda. On est dans l'air là, donc en réalité c'est un k0 et un lambda 0, c'est-à-dire que c'est le vecteur d'onde dans l'air. Et ici ça fait du a, donc du pi a sin θ sur lambda. Et si on fait ça en dessous, on se retrouve avec du moins 2i pi sur lambda a sin θ. Il y avait un a ici que je peux continuer à mettre pour l'instant, même si évidemment le a, je vais pouvoir le faire disparaître dans la boîte à constantes. Et donc, on obtient le résultat final suivant en simplifiant les moins 2i là et là. On s'aperçoit que ce qu'il y a en haut et en bas, c'est la même chose, donc on a affaire à un sinus cardinal de pi a sin θ sur lambda.
Ce qui nous donne en fait une intensité qui est égale au module au carré de... qui est proportionnel au module au carré de A en M. Et donc qu'on va écrire I égale I0, une constante, sinus carré ici, puisque c'est réel. Donc le module au carré, c'est juste sinus cardinal carré, de pi A. Et puis là, on peut décider de remplacer sinus θ par x sur z pour faire apparaître les coordonnées de M plus précisément. Voilà. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Ça, c'est l'intensité. Et on est particulièrement content parce que ça prédit effectivement très très bien, avec une très grande précision, la figure de diffraction quand on est vraiment suffisamment loin de l'objet de la fente. Et voilà, on ne se préoccupe pas évidemment de l'autre axe. Alors, il y a une autre façon de présenter ces choses-là et ce calcul. Et cette façon est très importante. L'idée, c'est qu'on avait, quand on voulait calculer l'amplitude au point M, on avait besoin de calculer une intégrale de moins A sur 2 à plus A sur 2. De A, l'amplitude, et puis on avait du exponentiel moins IK x' sin θ. Dx'. Mais finalement, on va écrire les choses un peu différemment en disant que, en faisant apparaître une fonction qu'on va appeler la transmittance. Alors cette fonction, c'est simplement la fonction porte de x' sur A. L'avantage de faire ça, et puis l'avantage de faire ça, donc la fonction porte, hein, je vous le rappelle ici, la fonction porte, elle vaut 1 si x, si le module de x est inférieur à 1,5, autrement dit entre moins 1,5 et 1,5, et 0 sinon. C'est-à-dire que si on la dessine, hop, ça fait ça. Je devrais la dessiner en couleur. Et voilà. Et donc, cette fonction porte, finalement, elle va nous servir à faire apparaître une quantité ici, enfin une fonction, là. Et puis, du coup, on a le droit d'intégrer de moins l'infini à plus l'infini, parce que cette fonction, elle vaut 1 si on est bien sur la fente, et elle vaut 0 en dehors. Oui, pourquoi bien sur la fente? Parce qu'on a fait une dilatation. Ça, c'est la fonction porte. Ça, c'est la fonction porte dilatée d'un facteur A, donc de largeur A. Au lieu d'être de largeur 1 pour la fonction porte originale. Maintenant, on a toujours exponentielle moins IK x' sin θ dx'. Bien. Et quand on écrit ça, finalement, alors on va par exemple faire sortir le A, parce que ici, hop, on a le droit de le sortir de l'intégrale et de l'intégrale de le faire glisser dans la boîte à constante. Et ce qu'on voit, c'est finalement qu'on a quelque chose qui s'écrit comme ça. C'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini de pi de x' sur A. Une fonction qui vaut 1 là où l'objet est transparent et 0 là où il est opaque. Exponentielle, et là je vais écrire que k c'est 2pi sur lambda. Éventuellement, sin θ, je peux le remplacer par x sur z dès maintenant. Je ne suis pas obligé, mais je vais le faire dès maintenant. Et c'est pour la forme que ça va prendre. Ça fait moins 2i pi. Et on se retrouve avec du x' sur lambda z dx'. Et sous cette forme-là, on s'aperçoit qu'en réalité, si ça, on l'avait appelé nu, eh bien on aurait une transformée de Fourier de cette fonction-là. Et donc, on va pouvoir l'écrire. Donc ça, c'est nu, donc ça veut dire qu'on a pris la transformée de Fourier en x sur lambda z. Donc une façon d'écrire ça, c'est de dire que l'amplitude est simplement proportionnelle à la transformée de Fourier de
Bon allez, x' sur a, c'est une façon de dire que c'est la dilatée, je vais l'écrire comme ça, la transformée de Fourier, prise en x sur lambda z. Et donc, on peut même généraliser, on appelle la transmittance, t de x, la fonction qui vaut en réalité de façon très générale 1 quand l'objet est transparent. Donc là où il est transparent, hein, le x pour lequel il est transparent, et 0 là où il est opaque. Donc effectivement, cette transmittance-là décrit une fente de largeur A. Maintenant, on a aussi montré que c'était une transformée de Fourier, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils qu'on connaît de la transformée de Fourier pour essayer d'estimer plus rapidement la figure de diffraction. Donc, on veut calculer... Hop. Alors que ça ne vous choque pas, ouais, si je vais garder x' pour choquer personne, mais on s'en fout, c'est une façon de dire qu'on veut la TF de la dilatée de la fonction porte d'un facteur A. Et on la prendra en x sur lambda z. Et ça, ce qu'on sait, c'est on va utiliser déjà la formule de dilatation. La formule de dilatation, elle dit que hop, la TF de la dilatée, c'est A fois la TF de la contractée d'un facteur A. Autrement dit, pi tilde de A sur lambda z. Or, ce qu'on a vu dans les cours précédents, c'est que la transformée de Fourier de la fonction porte, c'est sinus cardinal de pi nu. Alors, prise en nu. Ce qui veut dire que dans notre cas, la TF de x' sur A, prise en x sur lambda z, c'est simplement A sinus cardinal de pi à x sur lambda z. Et donc, on en déduit en très peu de temps que I est bien égal à I0 sinus cardinal carré de pi à x sur lambda z. On retrouve le même résultat, mais vous voyez qu'en fait, avec un minimum d'effort, pour peu qu'on ait réfléchi en termes de transmittance et transformée de Fourier, plutôt que de réfléchir en quelle somme on doit vraiment faire et sommer sur tous les points lumineux de l'objet. Ah, c'était sur ce slide-là. Alors, si maintenant, je voulais juste maintenant faire quelques remarques finales, puisqu'on a montré qu'on avait réussi, on a montré que c'était aussi juste une TF. On va explorer un tout petit peu plus ce que c'est. Alors, j'ai représenté ici, là, hop, la courbe en vert, c'est le sinus cardinal au carré. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a un premier zéro là, un deuxième. Alors, c'est pas très dur de deviner quelles sont les valeurs. En fait, le sinus cardinal, on parle là d'un sinus cardinal carré de pi à x sur lambda z. Donc c'est ça qui nous intéresse. Ça, c'est le sinus cardinal de x. Et donc, on s'aperçoit qu'il va s'annuler en réalité pour tout ce qui est à l'intérieur, qui vaudra pi. Bon, si tout le sinus cardinal est nul si pi à x sur lambda z est égal à m fois pi. Et donc ça va s'annuler, donc là c'est m égale 0, 1, 2, etc. Et ça permet d'en déduire que, alors évidemment 0, le sinus cardinal ne s'annule pas. Et donc ça permet d'en déduire qu'effectivement la tâche centrale, elle a 2 fois la taille des tâches annexes, et que sur l'écran, cette taille-là, c'est lambda z sur A. Alors ce qui est rigolo, c'est que lambda z sur A, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Lambda z sur A, c'est l'interfrange dans le cas des fentes Young. On avait I égale lambda z sur A, et c'est pour ça que j'ai représenté ici la figure d'interférence dans le cas des fentes Young. On a un cosinus, c'est 1 plus cosinus, et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité,
bien que le cosinus il ait un max aussi en 0, son max suivant est au niveau du 0 ici, et le max d'après est au niveau du 0 aussi ici, alors que inversement le sinus cardinal il a un maximum quand le cosinus est nul. C'est normal, il y en a un c'est un cos et l'autre en fait c'est un sinus. Et ce que ça veut dire, un peu étrangement, c'est que, presque paradoxalement, il y aura un maximum dans une direction donnée si le déphasage dû au fait qu'il y ait une différence de marche supplémentaire delta là est tel que, eh bien, ce soit constructif entre un bout et l'autre de la fente. Donc c'est au moment où c'est constructif qu'on a un 0, et c'est au moment où c'est destructif qu'on a un maximum. C'est l'inverse de ce que prédirait, de ce qu'on aurait si on avait juste deux fentes qui étaient espacées de la même distance A. Ça, c'est une première chose, ouais, une remarque dont on se fout un peu, mais bon, ça laisse, c'est un moyen mnémotechnique ou à peu près, et aussi ça explique un petit peu, en faisant ce lien, pourquoi est-ce que la formule c'est la même, pourquoi c'est lambda z sur A. Alors ici, c'est pas une vraie périodicité, c'est une pseudo-périodicité, mais la taille des tâches. Et alors l'autre truc aussi, c'est que évidemment, ça veut dire que lambda z sur A, c'est la demi-tâche centrale. Je vais le noter comme ça, L1,5, c'est ça. Et du coup, ça veut dire que l'angle, alors je vais représenter ça comme ça, je vais faire un... Hop. Hop. Si on regarde, qu'on dessine, qu'on a notre fente qui est située ici, et qu'on regarde sur l'écran la taille de la tâche centrale, et notamment qu'on représente cet angle-là. Ah ouais, c'est vraiment moche. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire avec ça. Hop. Ah bah non. Alors, et ben c'est comme ça. Hop. Bref, cet angle-là, θ, ce demi-angle ici, et bien ce demi-angle, il vaut en réalité la taille de la tâche L1,5 sur Z, à peu près. D'accord? Parce que c'est un petit angle. Et ça fait lambda sur A. On peut même écrire sin θ. Donc sin θ ou θ est à peu près égal à lambda sur A. Et ça, c'est la loi qu'on nous balance en terminale ou qu'on balance aux élèves en terminale pour leur faire l'étude de la diffraction.